Bienvenue à tous. Aujourd'hui, comment fidéliser la clientèle? Comment s'émanciper des OTA et faire que la clientèle réserve davantage en direct? Quelle stratégie mettre en place? Pour quels investissements? Et surtout, quels bénéfices? Pour y répondre, nous recevons donc Javier Delgado, CEO de Mirai. Bonjour. Mathieu Paulet, cofondateur et CEO de LaunchUp. Bonjour à tous. Et Bruno Hallot, directeur de l'hôtel Madison à Paris. Bonjour, enchanté d'être ici. Voilà. Enchanté d'être là. N'hésitez pas à nous faire signe si quelqu'un n'entend pas très bien. Alors, aujourd'hui, concrètement, quelle est la problématique principale pour les hôteliers en matière de fidélisation? Alors, nous allons commencer par toi, Javier, je t'en prie. Avec plaisir. Au niveau des fidélisation pour l'hôtel, le plus gros problème au jour d'aujourd'hui, c'est des coûts de distribution qui augmentent et la difficulté d'arriver à toucher la clientèle finale qui est derrière normalement les OTA. Donc pouvoir développer une base de clients fidèles qui existe en permanence et qui appartient à l'hôtel. Parce qu'il y a une vraie lutte entre les distributeurs en général, les OTA en particulier, et l'hôtel, qui a du mal de plus en plus pour arriver à cette offre, cette demande que cherche son hôtel. Mathieu? Un des enjeux pour les hôtels, c'est de réussir à connaître ses clients pour pouvoir derrière les reconquérir une fois qu'ils sont venus dans l'hôtel ou dans le groupe hôtelier une fois. Et donc il y a un certain nombre de choses auxquelles on peut penser, on va en parler tout à l'heure. Bien sûr. Alors Bruno, vous qui êtes directeur d'un hôtel à Paris, quelle problématique principale rencontrez-vous aujourd'hui dans votre métier? Et ben donc c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que le client il appartient à qui? Est-ce qu'il appartient aux hôteliers? Est-ce qu'il appartient à l'hôtelier? Et donc toute la difficulté qu'on va avoir, c'est à capter l'information en amont le plus possible pour pouvoir récupérer un peu d'informations, pouvoir communiquer en amont à nos clients pour pouvoir après préparer les arrivées, pour pouvoir également agrémenter leur séjour et pourquoi pas faire d'autres choses avec nos clients. Donc tout l'enjeu il est là, c'est de savoir par quel canal le client va arriver et est-ce qu'on va pouvoir avoir une communication possible avec ses propres clients. Alors justement, comment aujourd'hui on peut aider les hôteliers à s'émanciper de cette dépendance des OTA? Javier? Tout d'abord, il faut faire remonter les besoins d'investir en technologie, investir en marketing, parce que développer une relation directe avec les clients, ça coûte cher. C'est pas gratis, on va dire. Donc, si on se rend compte de comment la distribution a évolué, il y a 20 ans, quand Booking commençait, l'hôtelier, il recevait beaucoup d'informations sur les voyageurs. Les noms, les mails, les téléphones, la nationalité. On parle de data. Plein de choses. Plein de data. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, il ne reçoit presque rien. Parfois, même pas les noms, même pas les prénoms. C'est juste un code. C'est-à-dire, les intermédiaires essayent de cacher toute l'information possible et la garder pour eux, parce que ça, c'est leur pouvoir. Donc, l'hôtelier, il doit comprendre que c'est un jeu de data. Parfois, on voit sur des hôtels de destination de plage, on va dire, où les voyageurs vont rester 1 ou 2 semaines à l'hôtel et l'hôtelier ne fait même pas un effort pour essayer de capter l'information nécessaire de ces voyageurs. Son téléphone, son courriel, des choses très très simples qui vont permettre à l'hôtel de développer cette relation. Donc il faut d'abord prendre conscience de ces besoins, de cette nécessité pour l'hôtelier. Et après, trouver un partenaire qui peut aider à l'hôtel à développer toute la relation avec la clientèle. Parce que sinon, il y aura quelqu'un qui va le faire. Mathieu, justement, quels outils peuvent l'aider? Alors, il y a des outils technologiques, mais et la solution que nous proposons est complètement là-dedans. Mais avant de parler de technologie, je voulais dire que c'était aussi un état d'esprit à avoir et une vraie ambition de l'hôtel et de la direction de l'hôtel de vouloir essayer de fidéliser sa clientèle et de limiter ou de ne pas se créer de dépendance aux distributeurs. Il ne faut pas arrêter de travailler avec les distributeurs, mais c'est de ne pas en être dépendant. Et un des sujets, c'est le produit en soi, l'hôtel en soi, qui est plus ou moins conçu pour donner envie de revenir. Il y a un énorme sujet sur la formation et sur la technologie.
il faut, d'après nous, essayer d'être au plus près des clients et rendre service aux clients pour se créer des opportunités de capter de la donnée. Et grâce à la donnée captée, déjà d'être un peu plus sympa, un peu plus pertinent à toutes les étapes du séjour. Parce que si on sait à qui on s'adresse, on va pouvoir lui proposer des choses un peu pertinentes. Et ces données qu'on a captées à toutes les étapes du parcours client pendant le séjour, elles seront utiles derrière pour relancer les clients, pour leur suggérer de revenir en direct. Alors justement, avant on parlait d'investissement. La question qu'on peut se poser, Bruno, combien ça coûte ? Alors, combien ça coûte de faire quoi? Son métier, de prendre de la technologie? D'investir justement pour sortir de cette... Alors en fin de compte, moi je reviendrai juste un petit peu en avant ce qui a été dit. En fin de compte, c'est le degré d'engagement de nos équipes. Parce que si on va développer un engagement, si on va faire... maintenant, on est de plus en plus confronté à des problématiques de personnel. Et donc, il faut vraiment donner du sens à nos métiers. Ce sens-là, après, qu'on va donner à nos équipes également, ça va se rejaillir complètement sur nos clients. Et nos clients, ils vont venir pour notre marque employeur. Et donc, on va donner de la valeur à notre marque. Et c'est là où c'est l'intérêt pour nous, c'est de créer quand même quelque chose de très fort. Et on va créer un produit, une attente de nos clients. Maintenant, pour capter tout ça, pour le valoriser, une fois qu'on aura fait notre métier d'hôtelier, de recevoir, de concevoir des chambres qui sont adaptées à l'ère du temps, etc., on aura beaucoup plus de facilité à faire revenir nos clients en direct et qu'ils soient aussi promoteurs de notre maison et de notre marque. Donc, ça a un coût. C'est un coût humain, bien évidemment. On est tous dans l'ère du temps maintenant, il faut valoriser un peu nos métiers. Donc, il faut déjà investir là-dessus. Et ensuite, après, il faut investir dans une technologie qui va pouvoir nous aider et nous accompagner à faire tout ce que l'hôtelier ne sait pas faire. Moi, je suis assez ancien maintenant, ça fait quand même 35 ans que je suis dans le métier. Et à l'époque, on a une révolution industrielle et technologique importante. Mais on a su s'évoluer et on a su s'adapter. Et donc maintenant, on est en capacité de pouvoir valoriser tout ça. Il nous faut des supports techniques parce que ce n'est pas nos métiers de base. Je ne suis pas IT et je ne sais pas faire. Donc je fais appel à des prestataires. Effectivement, ça a un coût. Donc pour un hôtel comme le nôtre, on ne va peut-être pas donner une enveloppe tarifaire, mais on peut. Non, mais une fourchette. En fait, c'est très variable en fonction de la taille de l'hôtel, etc. Mais on parle c'est quelques centaines d'euros où ça commence à moins de 100 euros par mois. Donc, ce n'est pas des budgets astronomiques. Mais ça, c'est que le budget de la ligne technologie LandJup, pour parler de LandJup. Mais c'est presque le trait du crayon par rapport à l'ensemble des investissements qu'il faut envisager. Mais enfin, en tout cas, nous, c'est un choix qu'on a fait d'être accompagné par des solutions techniques parce que c'est des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne sait pas faire, on n'a pas le temps de le faire. Et on préfère se focaliser sur nos métiers, l'accueil, la compréhension des demandes de nos clients et d'avoir un support technique qui soit digne de ce nom. C'est pour ça qu'ils sont là. Javier, vous vouliez prendre la parole. Une autre façon de le voir, c'est combien est-ce que ça m'écoute de vendre par les intermédiaires, c'est-à-dire Booking, Expedia ou les autres. Normalement, ça va coûter entre 20 et 30%. Il y a beaucoup de coûts cachés que l'hôtelier parfois ne se rend pas compte, comme les surcommissions type Genius ou des autres propositions qui sont faites par les OTA. Donc, il y a un paradoxe, que c'est l'hôtel, il est toujours content de payer une commission de vente qui normalement est illimitée. C'est-à-dire, si l'hôtel a des chambres vides, il sera toujours content de payer la commission à Booking ou à Expedia ou qui que ce soit, parce qu'il a de la disponibilité. Par contre, normalement, l'hôtel, il opère avec un budget marketing fixe pour la vente directe. C'est-à-dire, il n'y a pas une égalité des opportunités pour la vente directe et la vente intermédiaire. Donc, tout d'abord, il faut réfléchir combien est-ce que je veux investir vis-à-vis les autres, parce qu'il y aura toujours un Expedia ou un Booking qui sera prêt à payer un CPC, si on parle de Google, plus fort que celui de l'hôtel. Mais il y a des autres capacités. Donc, il faut se fournir de la valeur pour pouvoir lutter contre cette dépendance. Et ça commence par un état d'esprit et ça commence par une feuille Excel très simple. Combien est-ce que j'investis sur cette plateforme? Combien est-ce que j'investis en termes de pourcentage sur mon site web et mon moteur de réservation? Et si on commence par là, on verra qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et par rapport au coût, ça va dépendre, mais un coût raisonnable peut être entre 12 et 15% pour la vente directe. Ça dépend de beaucoup de choses, hein,
Mais si on parle d'une fourchette, ça Avec sera de une réels fourchette raisonnable. bénéfices derrière. Avec tous les fils et tous les marketing qu'il faut mettre. Si on fait les choses bien, si on gère les prix, que c'est super important, bien gérer les prix, et aussi la capacité des chambres. Donc, si on pense que ça va nous coûter la moitié, ça veut dire que chaque chambre que je vends par mes moyens, par la vente directe, ça va générer beaucoup plus de rentabilité. Alors, je vais faire un tout petit peu l'avocat du diable. L'OTA, on a compris, il faut sortir de cette dépendance, passer davantage en direct. Mais comment, justement, qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter à nous, les hôteliers, les OTA, puisqu'elles apportent quand même des choses. Mathieu ou Bruno? Non, je sais pas si Ah bah, disons que pour moi, les OTA sont indispensables quand même pour moi en termes de visibilité. Et c'est un effet billboard, c'est-à-dire que grosso modo, mon site internet il va être traduit en plusieurs langues. Mais je ne peux pas non plus être traduit en coréen ou alors dans les langues du Brésil et tout ça. Enfin, je peux le faire, mais c'est un coût extraordinaire et après une maintenance derrière qui va être forte. Par contre, d'être présent sur ces plateformes-là, d'avoir une présence, une visibilité, une notation aussi qui est importante, va donner du sens à ma maison, va avoir une reconnaissance de ma maison et du coup, peut-être qu'il y aura une curiosité qui va être faite derrière pour pouvoir aller voir sur le site propre de l'hôtel pour aller voir si le tarif est bon, si les catégories sont bien faites exactement. Et là, c'est à moi d'être encore meilleur sur mon propre site internet pour dire, bah voilà, je fais une disparité tarifaire, je l'assume, et il y aura peut-être 10% de réduction pour mes clients qui vont venir en direct chez moi avec d'autres avantages. Et au fur et à mesure que le client va réserver, il va voir ces avantages-là qui vont se créer. Et du coup, je vais créer une offre qui sera quand même mise en ballottage et qui pourrait être très présente. Et donc, du coup, je vais capter une clientèle. À titre d'information, pour un hôtel-établissement comme le mien à Saint-Germain-des-Prés, 62% de ma clientèle est en direct maintenant. C'est un travail quand même qui a été fait depuis très longtemps, avant que j'arrive même dans la maison. Il y a une histoire derrière la maison. Mais tout le travail du directeur que je suis, c'est de faire vivre un petit peu tout ça, c'est d'encourager et de continuer à perpétrer toute cette communication qu'on a pu faire en amont pour pouvoir générer des clients en direct. Donc les Internet et les OTA sont très forts pour moi parce qu'on va être présent sur plein de canaux. Si par exemple on prend Booking et tout ça, Expedia, ils sont très forts. Si maintenant moi j'ai une segmentation asiatique assez forte, donc je vais me diriger vers Ctrip également, j'aurai la même stratégie d'être très présent avec eux, je ferai des promotions avec eux, parce que tout l'intérêt pour moi, c'est de capter ces premiers clients-là qui vont faire du bien à mon entreprise et qui vont dire du bien de moi. Et si je fais bien mon travail, en général, j'arrive à... Allez, on ne va pas parler en ROI, mais je vais avoir des clients qui vont revenir en direct et qui vont pouvoir communiquer autour d'eux. Alors justement, on en parlait un petit peu avant avec Mathieu. Quand on pense stratégie, vous m'aviez dit c'est une stratégie de long terme. Qu'est-ce que vous entendez par là? J'entends par là que typiquement il faut avoir cette réflexion de dire je suis prêt à faire venir des premiers clients par ces plateformes en prévision de me faire connaître sur certains marchés et progressivement de reprendre cette clientèle en direct. Donc ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait sur plusieurs années. Construire ma réputation, ça prend des années à se faire. Il faut faire attention d'ailleurs parce que ça peut se défaire très rapidement. Donc c'est un travail qui n'est jamais acquis, jamais terminé. Former les équipes, à savoir accueillir ce type de clientèle qu'on a ciblé, c'est aussi un travail qui prend du temps. Donc ce n'est pas des coûts qu'on peut faire comme ça. Et puis après, pour revenir sur la technologie, faire venir cette clientèle, récupérer les données, c'est une chose, mais après les clients, ils vont pas revenir demain à Saint-Germain-des-Prés. Donc il va falloir aussi entretenir cette base client sans être trop lourd. Donc il y a un vrai sujet de community management, si on peut dire, de marketing en tous les cas, de nurturing, on dit même, c'est-à-dire d'entretenir, se rappeler au bon souvenir de ses clients et leur dire, même si vous ne venez pas dans 6 mois à Paris, n'hésitez pas à recommander mon hôtel à vos copains coréens ou à vos copains américains qui ont peut-être aussi envie de venir à Paris. Et justement, alors je vais vous poser un cas pratique tout bête, mais qui je pense représente la majorité de la clientèle aujourd'hui. Demain, je veux partir en week-end avec mon mari à Nîmes, une ville que je ne connais pas du tout, dans laquelle je ne suis jamais allée, je ne compte pas y aller régulièrement, voilà, je veux simplement me faire plaisir et chercher un hôtel.
mon premier réflexe, ça va être d'aller sur Google, comme beaucoup de Français. Et dès que j'ouvre mon moteur de recherche, le référencement fait que aujourd'hui on tombe, en tout cas sur la première page du moins, sur une majorité d'OTA. Alors là, vous allez me dire, c'est le parcours client dans son entité, mais comment dès justement cette recherche, dès cet acte de recherche, on arrive à capter cette clientèle qui au final n'est pas récurrente, mais qui représente aujourd'hui la majorité des voyageurs? Ah bah moi je veux dire un truc, c'est-à-dire qu'il faut quand même être bon partout. Et il faut être bon sur Booking, il faut être bon avec des clients qui viennent par Booking, par autre biais, il faut être bon avec nos clients. Nos clients, ce sont notre chiffre d'affaires et ce sont les gens qu'on a envie de recevoir. Donc il faut absolument être bon. Il faut pas mettre la chambre Booking, là c'est un Booking, on le met au fond du couloir. Voilà, non, au contraire, il faut capter ces clients-là. Il faut qu'on ait un ranking très important. Il faut pas les avis maintenant, ils sont très partagés. On en parlera peut-être plus tard. Mais en tout cas, moi, je considère qu'un client Booking est important. Et donc, du coup, je vais me battre pour qu'il arrive à sortir avec un 8-9, un 9 au niveau de la notation. Parce que pour moi, c'est ma vitrine, en quelque sorte. Et ça va rassurer mon client. Si je ne suis pas présent sur les OTA, je suis indépendant tout seul, on me trouve nulle part, peut-être sur Google en cherchant. Les clients, ils auront peur. Ils vont pas me voir sur Booking, ils vont pas me voir ailleurs. Si c'est rassurant pour eux de me retrouver sur Expedia, sur Booking, Ctrip, c'est un hôtel quand même qui a pignon sur rue, il y a des clients qui viennent, il y a beaucoup de reviews, il n'y a pas de problème, etc. Donc je vais y aller. Après, à l'hôtelier d'être bon, on en revient sur ça, dans sa grille tarifaire pour être pertinent. Mais Booking est un très gros facteur. Et on ira sur du Booking, bien évidemment, si je ne connais pas la destination. Oui, mais je pense qu'il faut quand même préciser un truc. C'est important d'être sur des vitrines comme Booking, comme Expedia, mais avec un contrôle très très fort du prix. Parce qu'il y a plein de vitrines qui vont prostituer les prix de l'hôtel, et ça c'est un gros problème. Et avec ce type de vitrine, il ne faut surtout pas travailler. D'ailleurs, je vous coupe 2 secondes. Quand je parlais de référencement, l'acte de recherche, il y a la première page des OTA, mais il y a la petite fenêtre Google juste à côté dans laquelle vous avez les avis et les prix de fourchette moyenne. Pour le coup, ce n'est pas que Booking et Expedia. C'est vraiment comment on fait pour capter directement cette clientèle qui fait et lui donner envie de passer en direct. Ouais. Donc il y a plusieurs meta-search players. Google Hotel Ads fait partie, au jour d'aujourd'hui, c'est le plus important, mais il y a des autres comme Trivago, TripAdvisor qui vont capter les prix des hôtels pour les mettre sur leur site à eux-mêmes, qui sont en même temps référencés sur Google. Donc il faut avoir un bon partenaire qui soit capable de faire remonter les prix de l'hôtel en intégrité sur tous ces outlets, sur toutes ces vitrines. Mais l'hôtel doit aussi choisir sur quelle vitrine est-ce qu'il veut participer ou pas. Parce que Booking, c'est important y être, on est bien d'accord, mais avec un contrôle très très fort de qu'est-ce qu'ils font. À part ça, Google a beaucoup évolué dans les 10 dernières années. À la base, on avait 3 blue links au top, 3 blue links en bas et 4 blue links à droite. Maintenant, tout est même intégré en Maps, c'est-à-dire il y a beaucoup plus de points de contact du voyageur au moment de choisir l'hôtel et les prix de la chambre. Avoir une stratégie de prix qui soit tout d'abord cohérente et après ciblée sur le site de l'hôtel et participer d'une façon, on va dire, orchestrée et bien rangée. On voit beaucoup de fois que l'hôtel n'est pas capable de contrôler et maîtriser ses prix online. Et ça devient un gros problème parce qu'il va perdre les pouvoirs et les contrôles de ses chambres et de ses prix. Et ça, c'est le pire des cas. Et ça arrive beaucoup, malheureusement, aux hôtels. Mathieu, vous souhaitiez rebondir? Non, juste plus une expérience personnelle, en fait. Moi qui ai une petite famille, réserver une chambre ou 2 chambres ou une chambre commune, une chambre familiale, c'est compliqué. Donc, réserver une single, c'est assez facile de réserver en direct et de comparer les prix. Dès qu'on est sur une clientèle, sur des recherches un petit peu plus spécifiques, type chambre familiale ou chambre communicante, et dans bien des cas, si l'hôtel ne fait pas attention à ça, c'est plus simple de le faire sur Booking. Donc, pour compléter ce que disait Ravière, il faut aussi réfléchir en fonction de sa clientèle. Hein. Si mon hôtel ne veut pas avoir de famille, ce n'est pas un sujet. Mais si c'est ma cible, les familles, il faut vraiment avoir une réflexion sur le parcours de réservation
ce type de résa qui est un peu particulière et qui n'est pas toujours très bien traité. Ça, c'est un premier aspect. Et l'autre chose que je voulais dire avec ma vision de consommateur aussi, c'est qu'il y a quand même une conscience du consommateur qui est un peu plus forte maintenant. Et donc, expliquer clairement au consommateur, réserver en direct, ça sera mieux pour nous et pour vous, etc. Ça peut se dire, ça doit être bien amené. Il ne faut pas être trop lourd, mais dans certains cas, en fonction aussi de son produit, hein, dans l'hôtel de super luxe, c'est difficile de faire passer ce message, mais il y a quand même certains produits hôteliers, certains types d'hôtels qui permettent de tenir ce discours, et je pense qu'il faut l'exploiter. Enfin, cette prise de conscience des consommateurs, ça correspond à une clientèle qui peut être intéressante. Alors, on parle... Ah, pardon. Non, je voulais juste quand même dire quelque chose sur le tarif. Parce qu'en fin de compte, c'est vrai qu'on a une grosse disparité tarifaire, mais en fin de compte, c'est dans les contrats qu'on va négocier avec nos tour opérateurs. Actuellement, il y a des brokers qui vont après renégocier, ils vont nous acheter à nous des tarifs FIT, des tarifs négociés, et après ils vont les revendre, mais en ne mettant pas le markup nécessaire, et du coup on va arriver dans des disparités qui vont être affolantes. Et on avait des gros qui sont à peu près morts maintenant, comme Hôtel, on peut le citer parce qu'il a été tué, mais voilà. Et donc du coup, c'est dans notre distribution et dans notre action commerciale qu'il faut qu'on soit aussi pertinent et fort. En directeur d'hôtel, c'est un métier assez large. Donc du coup, il faut qu'on soit vraiment fort pour bien maîtriser notre distribution. Et notre distribution, si on la maîtrise bien, si on met des tarifs dynamiques ou des tarifs FIT, etc., on va pouvoir retrouver un ranking et une cohérence dans nos prix qui feront qu'on n'aura plus cette disparité qu'on va retrouver sur les plages Internet. Et par conséquent, notre propre site Internet, si on est malin et efficace, fera que ça va remonter. Et de la même manière aussi, pourquoi moi ça marche très bien, c'est qu'en fin de compte, je ne mets pas non plus le même nombre de chambres partout, dans tous mes canaux. Si par exemple j'ai de la disponibilité dans des chambres classiques, eh bien je ne vais pas forcément les mettre tous sur Booking. Je vais en mettre aussi, je vais en garder pour moi, pour mon propre réseau de distribution, qui fera que j'aurai toujours un tarif d'appel beaucoup plus pertinent, même si Booking va m'appeler. Mais c'est pas grave, je l'assume. Très bien. Alors, on évoquait juste avant, très brièvement, justement le concept de loyalty, de fidélisation, de fidélité. Vous, en tant qu'hôtelier indépendant, qu'est-ce que vous mettez en place comme programme de fidélité? Alors, programme entre guillemets. Alors déjà, on va bien connaître nos clients et on va bien remplir nos cardex. C'est tout bête, mais si nos staffs ne sont pas capables, ils ne comprennent pas le message, c'est pour ça qu'il faut donner du sens à nos métiers, pour qu'ils comprennent bien ça. Donc on va avoir un cardex, on va avoir une base client qui va être très forte. Et on va l'alimenter en permanence au flux de l'information qu'on va recevoir, comme disait Mathieu tout à l'heure, au niveau de son parcours client dans son... Donc la fidélisation, on va l'avoir de cette manière-là. On va commencer à connaître nos clients. Et comme ça, en amont, on va mieux appréhender. Et quand ils vont arriver à la réception, on saura déjà à peu près ce qu'ils vont vouloir et on va arriver à les reconnaître. La fidélisation, on ne peut pas avoir un programme, ça coûte très cher. Oui, ça coûte extrêmement cher. Pour quel bénéfice, effectivement, est-ce que ça vaut le coup parfois ou pas? Alors nous, on préfère capitaliser sur notre marque. Parce que notre marque va pouvoir diffuser en disant après à nos clients, bah, écoutez, vous avez séjourné chez nous, on va leur faire un petit mail de remerciement et parlez de nous. Dites à vos amis, vous n'allez pas revenir à Nîmes demain, mais par contre peut-être que vos amis vont revenir à Nîmes demain. Parlez de nous, dites ce que vous avez aimé. Et dites-leur que c'est une maison qui vous convient, on peut accueillir des familles, des enfants, il n'y a pas de problème, des handicapés, on le fait, les personnes âgées, l'hôtel est adapté parce qu'il en faut pour tout le monde. Et donc il y a des hôtels qui se spécifient là-dessus en cultivant leur culture client, dont j'espère faire partie. Mais en même temps, la culture client, ça commence aussi par choisir les canaux, c'est-à-dire il y a des petits gestes qui peuvent beaucoup aider à l'hôtelier et ça ne coûte pas cher du tout. Par exemple, donner des raisons de poids aux voyageurs pour choisir le canal direct, comme free room upgrade. S'il y a des chambres disponibles, on va lui donner une chambre meilleure s'il a réservé via un surclassement, le site. Oui. Early check-in ou late check-out. Petit déjeuner inclus s'il y a un coût, ou le parking, ou Internet, peu importe. Mais une valeur ajoutée que l'utilisateur ne va pas trouver ailleurs, qu'il ne va pas trouver chez Booking. Donc, c'est une façon de lui expliquer pourquoi il doit réserver via l'hôtel direct et pas ailleurs. Et c'est l'hôtel qui a la capacité de faire ça, parce que c'est lui qui connaît bien son produit et ses capacités. Et il a beaucoup plus de flexibilité quand il a un contact direct avec les clients finaux et pas via un intermédiaire.
Mathieu, vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus? Et notamment, je rebondis, je pensais à ça, mais donc quand je dis loyalty, c'est aussi, par exemple, on va sur Booking ou Expedia, très rapidement, au bout de 10 nuits par exemple, je vais avoir une réduction. Et ça, mine de rien, pour la plupart des clients, ça compte. Donc comment on peut contrer ça en tant qu'hôtelier ou quand on développe des solutions technologiques comme vous? Vas-y, vas-y. Non, en tous les cas, il y a plusieurs choses. Booking, c'est un peu le titre de notre conférence, avec le programme Genius en particulier. Effectivement, assez vite, on a accès à des offres. Donc il y a un vrai sujet, c'est de bien vérifier qu'effectivement cette offre est plus intéressante que ce que je pourrais avoir en direct. Et en tous les cas, à l'hôtel, de faire en sorte de se positionner par rapport à cette base de clients de Genius qui est très importante. Donc dans la politique tarifaire, il y a un aspect. Mais en tous les cas, Booking, lui, comme son nom l'indique, avec ce tarif Genius, il souhaite fidéliser le client à sa plateforme. La question, c'est pour l'hôtel lui-même ou pour le groupe hôtelier, c'est comment on lui donne envie de revenir. Et là, il y a plusieurs choses, mais déjà, il faut que avant de revenir, il faut que tout se soit bien passé. Donc les fondamentaux du métier sont probablement encore plus importantes aujourd'hui que hier, puisque aujourd'hui la mise en concurrence est extrêmement simple. Donc les fondamentaux de l'accueil, du métier d'hôtelier sont extrêmement importantes, plus qu'hier je pense. Un, et deux, il faut récupérer des données sur les clients pour faire en sorte de revenir. Parce qu'un client qui a réservé sur ces plateformes, l'hôtel qui récupère la réservation, il n'a pas les coordonnées du client. Donc par défaut, s'il n'y a pas une démarche qui a été faite qui peut, sans technologie, consister simplement à ce que le réceptionniste demande les coordonnées, demande la carte de visite, ça peut être des choses aussi bêtes que ça. Mais s'il n'y a pas cette démarche qui est faite, qui peut être automatisée éventuellement grâce à la techno, eh ben, avec toute la meilleure volonté du monde, on n'aura pas le moyen de reprendre contact avec le client pour lui suggérer de revenir. Donc là, la première étape, c'est de se mettre en ordre de marche pour récupérer des coordonnées clients. Et au-delà des coordonnées clients, il faut essayer de récupérer des informations qui permettront de relancer le client de manière pertinente. Parce que le japonais, alors ils ne voyagent pas trop les japonais en ce moment, mais le parisien qui est venu à Nîmes pour un week-end, pour garder cet exemple, il y a peu de chances qu'il revienne dans 3 semaines passer un week-end à Nîmes. Et donc il faut pas lui dire revenez dans mon hôtel. Il faut lui dire peut-être une fois dans une année, tiens, ça fait déjà 1 an que vous étiez passé chez nous, ça ne vous dit pas de revenir, découvrez Nîmes au printemps, c'est vachement bien, je ne sais pas quoi. Et puis à nouveau dire, rappeler qu'ils peuvent aussi faire eux-mêmes la promotion de l'hôtel en suggérant des offres et des choses qu'ils peuvent partager autour d'eux. Et la dernière chose, dans les fondamentaux pour moi, à nouveau même en tant que client, c'est d'avoir ce sentiment de donner au client final, au voyageur, le sentiment d'être reconnu et de ne pas être un client lambda et d'être capable de lui dire, quand il arrive, ou même avant qu'il arrive par un message, de lui dire merci de revenir chez nous. Et pas juste de dire bonjour monsieur le client. Et ces petits détails-là, le fait d'avoir le sentiment d'être reconnu, ça incite à revenir et en fait ça engage aussi le client vis-à-vis de l'hôtel qui l'accueille. Et donc là c'est beaucoup de techno, mais surtout c'est un peu de techno et beaucoup de formation comme on disait tout à l'heure. Oui, c'est justement ce à quoi j'allais venir pour terminer. Bruno, vous me parliez donc de marque employeur et récemment de RSE, de concept RSE. Est-ce que c'est encore plus important aujourd'hui post-crise, puisqu'au final, effectivement, les premières personnes qui sont en contact avec les clientèles, ce sont vos employés? Alors, oui, alors la RSE, alors moi on parle beaucoup de RSE en ce moment, il y a peut-être un peu de RSE washing, un peu de voilà, de ça. Moi j'ai la chance d'être dans un groupe où c'est intrinsèque chez eux et ils sont très forts. Donc au-dessus de moi, mes propriétaires sont très intégrés là-dedans et ils ont une réelle volonté. Pour vous donner juste un exemple, nous quand on parle RSE, je vais aller prendre des candidats dans des ESAT, on va les former, on va former ces nouveaux collaborateurs pour pouvoir après qu'ils soient à l'accueil, des choses comme ça. C'est pas toujours simple, c'est complexe, mais au moins, on a vraiment une vraie démarche environnementale, on n'a plus de plastique et tout ça. Bon, ok, on l'a fait, mais c'est surtout c'est mes collaborateurs qui portent au quotidien toutes ces micro-tâches qui font que ça fonctionne bien. Et du coup, là, nous, on parle de vélo maintenant pour le personnel.
Donc là, on est en train de voir avec un broker pour avoir des vélos pour tout le personnel, pour le staff. Donc c'est compliqué, il y a une logistique, on n'a pas de place pour les vélos, mais on a envie d'y arriver, on va se donner les moyens d'y arriver. Donc la vraie démarche RSE, elle est là. Mais c'est englobé dans la marque employeur. C'est-à-dire que, ok, d'accord, je vais venir travailler pour mon groupe, mais qu'est-ce que je vais y avoir? Qu'est-ce qu'on va me proposer? Et bien donc nous, en tant que directeur, c'est de dire, ok, d'accord, on a des candidats, on va les prendre maintenant ils sont multiculturels, moi j'ai du transgenre, j'ai des choses comme ça, et on va aller chercher ces collaborateurs-là. Rappelez-vous, il y a 10 ans, les hôteliers, il y a un tatouage, non, j'en veux pas, ou alors à la plonge, quoi. Maintenant, au contraire, il va être barista, il va faire comme ça, il va faire des choses parce que c'est dans l'air du temps, parce qu'il y a des hôtels qui sont capés pour ça. Et même dans les palaces que je côtoie beaucoup, eh bien, on va trouver des tatouages qu'on n'aurait jamais vus il y a 10 ans. Nos métiers évoluent, le personnel évolue et on a besoin du personnel. Donc du coup, ça nous aide aussi à faire des concessions et à changer nos mentalités plus vite que prévu. Et c'est très bien. Dans toute cette démarche qu'on va faire dans la marque employeur, c'est in fine, c'est qu'est-ce que je vais apporter à mon candidat pour qu'il reste? Quelles compétences tu vas pouvoir avoir? Qu'est-ce qui te rend heureux? Des fois, c'est des choses simples, des fois des choses qu'on a oubliées. C'est peut-être uniquement le nettoyage de sa chemise au quotidien. Lui, ça lui pourrit la vie. Moi, c'est un coup, mais finalement, peut-être pas tant que ça. Et donc, si je peux faire plaisir juste en offrant une chemise propre à mon collaborateur, ok, je vais peut-être le faire. Et dans beaucoup de petites maisons indépendantes, on est encore des fois à l'air un petit peu en retard. Donc, moi, je crois qu'on a des concessions à faire, on a des améliorations à apporter, mais on doit vivre avec nos salariés qui ont eux-mêmes changé. Et donc, du coup, c'est un ensemble. Et c'est qu'est-ce qu'on vient faire au quotidien maintenant avec toi, Bruno? Et ben voilà, on va faire tout ça, on va le faire ensemble de façon heureuse et apaisée. Et c'est ce qui peut faire la différence justement lors de l'accueil client. Une fois que vous avez des collaborateurs, une équipe qui est en place, un produit, alors moi je suis dans la valeur matérielle, on l'a évoqué, et dans la valeur immatérielle. Toute la valeur immatérielle, c'est la sensation, c'est le regard du client, etc. Et ben nous on va travailler beaucoup là-dessus. Parce que mon prix moyen, si je veux le faire grimper, maintenant que mes chambres sont là, je ne vais pas pouvoir faire beaucoup plus. La télévision en 65 pouces, c'est déjà fait. Donc maintenant, c'est l'accueil, c'est le regard, c'est exactement ça, c'est l'anticipation. C'est d'avoir une technologie qui me permet de communiquer avec mon client avant. Et c'est comme ça que j'arrive à 62% après de clients en direct. Parce que chacun y trouve son compte. Et que mon turnover, pour l'instant, il est plutôt très faible. Donc ça veut dire qu'on a réussi un peu notre challenge. Que ça fonctionne. Merci Bruno. Est-ce que Javier et Mathieu, vous souhaitez peut-être ajouter quelque chose avant que je passe aux questions? Juste un commentaire par... Juste un commentaire par rapport les contacts avec les clients. Bien sûr que c'est la base de l'hôtellerie, mais il faut considérer ça aussi dans le monde digital. Si on voit par exemple les derniers mouvements de Booking.com qui évoluent sur un modèle merchant, ça veut dire quoi? Historiquement, Booking était un modèle agence, c'est-à-dire il mettait en relation les voyageurs avec l'hôtel, mais c'était l'hôtel qui payait, qui prenait les paiements directement du voyageur. Et Expedia, c'était le modèle merchant où Expedia prenait l'argent et payait après l'hôtel. On voit que dernièrement, Booking commence à devenir de plus en plus merchant. Et pourquoi ça a des conséquences, il y a des enjeux là-dedans? Parce qu'on voit que les intermédiaires, ils essayent de construire un mur le plus grand possible entre l'offre et la demande pour pouvoir contrôler qu'est-ce qui se passe. Donc il faut considérer le monde digital aussi comme un outil pour développer cette relation directe avec les voyageurs sur tous les domaines. Sur tous les domaines. Non, enfin moi juste quand même, parce qu'on parlait de fidélisation via les OTA, en fin de compte, c'est nous qui... Enfin, les subventions de Genius, c'est moi qui les donne. Parce qu'on me demande de faire des discounts et tout ça, donc du coup, c'est l'argent que je ne gagne pas. Donc c'est moi qui paye le programme de fidélisation de Booking. Tout à fait. Donc ça m'embête un peu. Donc c'est pour ça que je fais tous ces efforts-là, pour justement ne pas subventionner, parce que vous avez parlé de Genius, mais derrière, il va nous demander après des applications pour les mobiles, parce que voilà, donc faites un discount, faites ceci, faites cela. Donc on est tout le temps en baissant nos prix, en faisant des offres. Autant que je les fasse en direct. Ok, merci, très bien. Alors, il nous reste 5-10 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? On vous entendra pas, sinon. D'accord. Allez-y. Bonjour, je suis Noël Ounoyenou, je travaille pour un hôtel indépendant. Je suis le directeur hébergement et le revenu manager.
Tout à l'heure, j'ai participé à la conférence sur les réservations en direct et je vois beaucoup de parallèles entre la fidélisation et la réservation en direct. Ma question, c'est est-ce que vous avez, vous, des exemples à nous donner, nous, hôtels indépendants, pour qui ce n'est pas toujours évident, des exemples de programmes de fidélité qui peuvent être mis en place pour justement nous aider à concurrencer un petit peu la 10e nuit de Expedia, Hotel.com et tout ce qui peut exister chez les hôtels. Alors je sens qu'il faut que je fasse très rapide. En fin de compte, dans les programmes de fidélité, il faut bien connaître nos clients. Vos clients, ils viennent pour 1, 2 ou 3 ou 4 jours. Ok, et ben dans ces cas-là, on va travailler le tarif. On va faire des stay and save. Vous restez une nuit, 2 nuits, ben, je vais vous faire quelque chose de particulier pour vous. Voilà. Et vous allez dire à vos clients, une fois qu'ils vont être venus par tous les réseaux de distribution qu'on a pu voir, c'est revenez vers nous et parlez de nous. Dites à vos clients, moi par exemple, j'envoie un mail à la sortie grâce à des solutions techniques, parce que je ne peux pas tout faire. Et dedans, c'est revenez, mais faites partager votre code promotion à vos amis. Parce que vous êtes mon ambassadeur maintenant. Mes clients, ce sont mes ambassadeurs. À 99% des cas. Merci Donc voilà beaucoup. un peu, en tant qu'indépendant, voilà comment on peut faire et ça marche vraiment très bien. Merci. Ouais, juste pour compléter, en tous les cas, je pense que quand on est un hôtel indépendant, on ne peut pas réfléchir le programme de feed comme peut le faire Air France ou Accor, etc., qui travaillent sur du volume. D'ailleurs, sur tous les clients Air France, les porteurs de cartes, c'est quelques pourcents, et les porteurs de cartes qui sont réellement fidèles, on les compte sur les doigts des mains, quoi, enfin en pourcentage, je veux dire. Donc à la maille d'un hôtel de 50 chambres, ça ne fait pas vraiment de sens. Par contre, il faut réfléchir à faire des actions beaucoup plus ciblées. Je pense à un client, un hôtel à Paris, je crois qu'ils ont 25 chambres, et lui, il va extrêmement loin. Donc il a tendance à vraiment poser des questions aux clients dans le détail. Et d'ailleurs, pour obtenir ces réponses, il donne un cadeau. Il dit, si vous répondez à toutes mes questions, vous aurez un truc dans la chambre. Entre nous, vous n'êtes pas client de cet hôtel, donc je peux le dire, tout le monde a le cadeau à la fin. Ce n'est pas le sujet. Le truc, c'est qu'il demande au client, ok, pourquoi vous venez à Paris? Donc je viens en week-end, ok, très bien, il est dans une catégorie loisirs. Je viens pour affaires. Ah, c'est intéressant, parce que lui, il va pouvoir revenir. Ok, vous êtes là pour aller visiter un client, pour aller dans les bureaux de votre entreprise ou pour aller à un événement. Donc, si vous allez à un événement, ok, quel salon? Et donc, Food Hotel Tech, salon d'agriculture, je ne sais pas quoi. Et en fonction de toutes ces infos, nous, on récupère les données. Donc, ça enrichit la base client. Et il y a une équipe commerciale, mais c'est peut-être votre homologue, enfin, je veux dire, ce n'est pas une armée de personnes, quoi, qui a une tâche, une fois par mois à peu près, d'aller reprendre tous les salons qui sont dans 3 ou 4 mois et de reprendre tous les clients qui ont participé à ces salons l'année dernière et de leur envoyer une offre. Donc à la fin, on parle de micro-mail. Alors ils automatisent ça parce qu'on a mis dans les paramètres, vous êtes venu au salon dièse, le salon, enfin c'est en partie automatisé, mais à la fin, ils font un travail de chirurgie sur la base client. Et bien forcément, ça marche, quoi. Donc ça leur coûte la boîte de chocolat cadeau pour que les gens remplissent. Certes. Mais au bout de quelques années, c'est pour ça que je dis que ça prend du temps, et ben ils arrivent à avoir une clientèle qui est essentiellement une clientèle qui vient en direct. Super, merci beaucoup pour vos réponses. Est-ce qu'il y a une seconde question? Non, personne? Bon. Personne ne va ajouter quelque chose? Bon. Merci à tous. Merci bien.